bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission manifeste de l'année. On a la chance de recevoir ce soir Valérie Cabanès. Bonjour, bienvenue. Je vous entends. Alors évidemment, avec vous, on va parler du droit de la nature, du crime d'écocide et de vos nombreux engagements pour la nature et sa protection et sa régénération. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais qu'on commence par une question un peu rituelle, voilà, de simplement vous présenter. Qui êtes-vous, Valérie Cabanès? Alors, qui suis-je? je... je suis une femme, je vis en Dordogne. J'ai passé beaucoup d'années à vivre dans des pays divers. Pendant une vingtaine d'années, je travaillais sur des missions de solidarité internationale comme directrice de programme. Et depuis, je dirais maintenant 15 ans, je m'investis effectivement dans des plaidoyers pour les peuples autochtones, pour la nature, pour reconnaître des droits à la nature, pour reconnaître aussi les crimes les plus graves faits à la terre, au système terre, le crime d'écocide. Je fais ça bénévolement et je participe en même temps à des actions menées, ou en tout cas je cofonde depuis plusieurs années des ONG qui travaillent sur ces sujets comme Notre Affaire à tous, que j'ai cofondé en 2015, ou Wild Legal, qui est un programme d'école des droits de la nature que j'ai cofondé en 2019. Voilà. Et puis Avec Marine. Voilà. Avec Marine Calmé. Et puis comme on a l'habitude de dire en fait quel est notre métier, je suis en fait formée au droit international, droit humanitaire et droit international des droits de l'homme, et donc pas du tout en droit de l'environnement. Mais je pense qu'on va en parler. Et puis, je suis expert auprès de plusieurs organisations, la Fondation Stop Écocide, la Global Alliance for the Rights of Nature, qui est une fédération des ONG qui travaillent sur les droits de la nature. Et puis, je suis aussi expert auprès d'une initiative aux Nations Unies qui s'appelle Harmony with Nature. Voilà, mais tout cela est fait de façon bénévole. Bon, bravo, félicitations. Impressionnant voir tous vos engagements. On aura compris probablement leur vision et leur objectif, mais finalement, ces combats que vous menez, que vous portez, ils viennent d'où prennent-ils leur source? Qu'est-ce qui a motivé tout ça? Alors, en effet, j'ai démarré ma carrière à 20 ans dans des missions humanitaires. Donc, j'étais sensible à la cause des personnes les plus vulnérables dans le monde, aux inégalités. J'ai travaillé sur des projets très divers dans des pays en guerre, pour des réfugiés à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. J'ai travaillé pour des pays très pauvres comme le Burkina Faso, pour des programmes de lutte contre le trafic humain, l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants au Népal, au Maroc, au Cambodge. Donc j'ai une sensibilité à l'origine qui est humaniste, si je puis dire, mais progressivement j'ai pris conscience de ce lien qu'il y a entre prédation des ressources naturelles, conflits géopolitiques et je dirais, et maintien structurel des inégalités dans le monde au profit des populations les plus riches, des populations occidentales. Et j'ai aussi compris que ça engendrait des destructions environnementales qui menaçaient les conditions de vie finalement des populations. Et ça, je l'ai vraiment compris lors d'un tournant dans ma vie, quand j'ai quitté l'humanitaire, que j'ai démarré une thèse d'anthropologie juridique en 2006 dans le nord du Québec, auprès d'une communauté amérindienne qui s'appelle, qui sont issus du peuple algonquin, les Inuits, qui se bagarraient contre un projet de barrage hydroélectrique sur le territoire dans lequel ils vivent de façon ancestrale, et qui menaçait effectivement la dernière grande rivière sauvage de la forêt boréale. Et là, je me suis dit, mais comment se fait-il que malgré les traités, malgré le fait qu'ils sont encore normalement chez eux, sur ce territoire, des multinationales et des compagnies d'État peuvent continuer à agir ainsi, à leur mentir, en plus à les manipuler et à détruire l'environnement naturel.
c'est une question qui m'a amené à les accompagner dans leur combat et donc à abandonner la thèse parce qu'un anthropologue il est censé être neutre. Et puis ensuite, j'ai accompagné aussi le cacique Raoni dans un même type de combat contre le barrage de Belo Monte en Amazonie brésilienne. Et ça m'a amené à avoir une réflexion très approfondie sur les écueils du droit international, la suprématie du droit commercial sur les droits humains et le droit international qui est en fait le droit du maintien de la paix entre les États, et de réfléchir à ce qui pouvait manquer. Et j'ai découvert le travail de Polly Higgins, qui est une avocate écossaise qui est décédée en 2019 et qui a popularisé ce concept d'écocide qui, pour le coup, était beaucoup plus ancien, puisque l'écocide est discuté depuis la guerre du Vietnam, mais qui m'a amené justement sur ce terrain-là et qui m'a amené à écrire un premier livre sur cette thématique et à m'engager dans un plaidoyer pour reconnaître le crime d'écocide, d'abord en Europe, puis ensuite au niveau international. Et petite question presque aparté pour des béotiens dont je fais partie, l'anthropologie juridique, ça veut dire quoi exactement? C'est le fait d'étudier les sources, l'origine, les sources du droit, et en particulier donc du droit coutumier, c'est-à-dire les règles finalement de vivre ensemble non écrites que suivent des communautés humaines. On a l'impression que le droit, ce n'est que ce que l'on connaît autour de nous, c'est-à-dire le droit occidental. Mais en fait, toutes les traditions du monde, toutes les sociétés traditionnelles du monde vivent selon des règles de vie qui n'ont pas forcément écrites. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on appelle du droit positif, mais qui indique leur rapport au monde. Et c'est très intéressant de l'étudier parce que c'est comme ça justement que j'ai découvert d'autres manières de vivre en harmonie avec la nature et que j'ai pu comprendre aussi donc la raison finalement pour laquelle, parce que c'est un fait, aujourd'hui les peuples autochtones par exemple, c'est-à-dire les peuples qui étaient là avant l'arrivée de colons, avant l'arrivée de conquistadors, enfin toute la période donc, de conquête du monde, tous ces peuples-là, aujourd'hui ne représentent que 5% de la population mondiale et vivent dans des territoires qui abritent 80% de la biodiversité. Et donc, il y a des choses à apprendre d'eux pour comprendre comment relationner avec les non-humains, comment apprendre à partager les ressources sur un territoire, à maintenir un territoire en bonne santé et à garantir des conditions de vie pour les générations à venir, ce qu'on n'a pas été capable de faire, nous, les Occidentaux, avec notre droit extrêmement construit, mais extrêmement anthropocentré, c'est-à-dire qui ne se soucie que de la personne humaine, comme si elle existait en dehors du monde, en dehors de la matrice qu'est la Terre. C'est d'ailleurs ce qui explique de façon, comment dire, sémantique la différence entre le droit de l'environnement et le droit de la nature. Il y a des débats sur ce sujet-là. Je ne sais pas si on rentre tout de suite sur ces questions-là ou si c'est un intérêt pour vous. Mais... Ah, bien sûr, oui, oui. Alors, ce n'est pas forcément sémantique, c'est vraiment lié à qui aujourd'hui est sujet de droit. Et quand on parle du droit de l'environnement, on parle d'un droit qui a été conçu par l'homme, pour protéger son environnement naturel, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que là aussi, ça indique à quel point on se perçoit déjà au centre, puisqu'on parle de quelque chose qui nous entoure, et on se dissocie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin de conditions naturelles, d'un environnement sain pour pouvoir être en bonne santé, mais rien dans le droit de l'environnement ne pose fondamentalement nos liens d'interdépendance avec les systèmes écologiques, avec les espèces vivantes, et ne nous considère comme partie d'un tout. Quand on parle des droits de la nature, on rentre dans une dimension diamétralement opposée, puisqu'on ne regarde plus les éléments de la nature comme des choses ou comme des objets ou comme des propriétés. Ou des ressources même. Et bien évidemment des ressources. On peut considérer que ce sont des ressources, parce que le terme ressources, étymologiquement, il est ce qui nous permet de nous nourrir, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en revanche, le fait de les regarder comme des choses en droit, et non pas comme des sujets de droit, ça veut dire qu'on ne les regarde pas comme des entités, on ne les regarde pas comme des entités vivantes qui existent pour elles-mêmes,
Et quand on reconnaît les droits de la nature, ça veut dire qu'on reconnaît finalement à chaque élément de la nature, à chaque espèce vivante, à chaque système écologique ou écosystème, le droit de jouer son rôle en tant que maillon du vivant et en tant qu'élément nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Et ça n'est pas dans notre droit. On peut avoir un devoir de protection, nous, en tant qu'humains, mais le droit de l'environnement est un droit extrêmement segmenté et qui ne lie pas, qui ne pose pas le principe d'interdépendance, qui va protéger une forêt Natura 2000, qui va protéger une espèce d'orchidée sauvage, qui va protéger une espèce de tritron, et grâce à ça, on va pouvoir arrêter Notre-Dame-des-Landes. Mais ça ne peut pas suffire. On le voit bien aujourd'hui, face à la crise écologique et climatique, on se rend bien compte qu'il y a un principe systémique qui n'est pas reconnu, et il y a une nécessité, à mon sens, de permettre à des écosystèmes et à des espèces vivantes de défendre leur droit à exister, un droit inaliénable. Et ça a une valeur, en tout cas, ça a une importance primordiale parce que ça permet d'avoir un droit préventif. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, même en France, où on reconnaît la valeur intrinsèque de la nature, depuis 2016, on reconnaît en droit ce qu'on appelle le préjudice écologique pur, c'est-à-dire le fait de pouvoir rester en justice en disant on a détruit un écosystème et il faut donner une amende à la personne qui a détruit cet écosystème parce qu'il a une valeur intrinsèque. Le problème, c'est qu'on ne peut agir que quand la catastrophe est arrivée. Ouais. Voilà. Et là, donner une personnalité juridique à des éléments de la nature, ça veut dire qu'ils peuvent aller en justice avant qu'un projet industriel ne s'impose et dire au juge, j'ai un rôle à jouer, il faut me protéger. Et quand je dis il dit, bien évidemment, il le fait par la voix de représentants légaux, comme un enfant le ferait, comme une personne handicapée, ou comme une personne sous tutelle. On doit représenter la personne en justice. Mais en tout cas, on représente des intérêts qui sont non utilitaristes, des intérêts qui sont liés à un rôle écologique à jouer. Et les juges, dans ces cas-là, peuvent effectivement prendre des mesures dites conservatoires ou tout simplement interdire des projets qui sont trop dangereux, trop menaçants. On reviendra d'ailleurs sur des exemples précis qui aujourd'hui, des actions sont menées pour protéger des rivières, des écosystèmes, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que votre activité s'apparente à une activité de plaidoyer d'intérêt général et en tout cas, est-ce que c'est pour vous aujourd'hui la seule, probablement pas évidemment, mais la meilleure façon de faire bouger finalement notre société, de faire bouger les politiques, de faire bouger les citoyens, enfin, ou la société en général? Alors, c'est sans aucun doute pas la seule. En tout cas, c'est celle que j'ai. Je ne sais même pas si je l'ai choisie, je me suis retrouvée sur ce chemin. Et à partir du moment où on continue à me poser des questions, j'y réponds. Je suis pas super proactive en vérité. Je passe pas mon temps. Vous avez quand même beaucoup d'engagement, si je peux me permettre, pour quelqu'un qui n'est pas proactif. Mais parce qu'on me le demande. C'est-à-dire que je passe pas mon temps à écrire des tribunes, à écrire des livres, j'appelle personne pour faire des conférences ou pour faire des interviews. Mais par contre, je crois qu'effectivement, depuis plusieurs années, je porte avec d'autres des idées qui commencent à faire sens. Et en cela, le plaidoyer est important parce que pour avoir eu à négocier pas mal avec des politiques sur des discussions autour de projets de loi, par exemple, même en France, tous m'ont toujours dit il faut qu'on sente qu'il y ait une attente citoyenne pour qu'on s'empare de sujets, même si on les trouve intéressants. Ils ne partent jamais au front tout seuls. Ça, c'est une évidence. Et donc, il y a plusieurs moyens de les amener à se bouger. Les pétitions, bon, il y en a tellement que ça finit effectivement par lasser. Cela étant dit, le Conseil économique, social et environnemental est obligé de se saisir de certaines questions quand on atteint un certain nombre, un certain seuil, 100 000 signataires, je crois, en France. Donc, ça reste quand même un outil intéressant. Au niveau de l'Europe, les initiatives citoyennes européennes, c'est aussi un outil de démocratie participative et directe qui permet aux citoyens européens de faire des propositions de loi en votant pour elles directement. Donc, alerter sur des sujets permet de mobiliser. Et puis, effectivement, il y a d'autres moyens qu'on a développés, on va sûrement en parler, mais qu'on a développés pour pousser le gouvernement à agir sur des questions d'intérêt général.
et qui parfois sont des opérations un peu plus coup de poing. Quand je dis coup de poing, c'est pas, bien évidemment pas du tout ni de la désobéissance civile, ni des actions violentes, mais c'est par exemple le fait d'avoir mené l'affaire du siècle, qui est donc une plainte qui a été déposée contre l'État, contre le gouvernement pour non-respect de ses obligations climatiques. Et, et là, on voit que ça mobilise. C'est-à-dire que quand on passe à l'action, et quand on passe à une action qui est non violente, mais qui est juste, et où on rappelle à l'État son devoir, l'affaire du siècle a collecté en un mois 2 300 000 signatures de soutien. C'est absolument énorme, et parce que les gens sont en attente d'actions concrètes. Oui. Voilà. Et ça, ça a été un moment, je crois, qui a été un moment d'enseignement pour tous. J'aimerais qu'on y revienne évidemment sur l'affaire du siècle, parce que c'est une campagne qui est fondamentale. Je voudrais vous poser une question presque plus intime par rapport à votre engagement. Vous passez votre temps finalement à défendre, à attaquer d'une certaine façon aussi, que ce soit les entreprises, on y reviendra, ou l'État. Comment vous arrivez, où est-ce que vous arrivez à trouver une sorte de joie, de plaisir dans ce que vous faites? Alors, j'ai appris par les années passées sur le terrain, j'ai appris à accepter que les choses prennent du temps. Donc déjà, il faut de la patience. Et à partir de là, quand on a de la patience et qu'on est tenace, je me nourris en fait c'est un peu comme un grand puzzle, et je vois progressivement les pièces du puzzle s'assembler. C'est-à-dire que j'ai eu une stratégie qui n'a pas forcément été hyper réfléchie, qui était instinctive, qui était de me dire il faut que j'agisse sur tous les fronts en même temps par rapport au plaidoyer que je mène. C'est-à-dire que j'ai mené un plaidoyer en France, au niveau européen, au niveau international, en me disant il y a une pièce avec deux faces, les droits de la nature et la reconnaissance d'un crime contre la nature qu'il faut aussi mener de front. Et puis, cette nécessité de garder aussi énormément de liberté dans ce que je dis, et donc finalement de n'être embauché par personne, pour pouvoir aussi aller chercher des appuis multiformes au niveau des associations, au niveau des citoyens, au niveau des politiques, de manière voilà, à voir. Et en fait, parce que depuis 10 ans, je vois les choses qui avancent petit à petit, et je les vois concrètement sur tous les sujets. Et puis aussi parce que durant ce chemin, j'ai aussi accompagné beaucoup de jeunes qui se sont investis maintenant aujourd'hui dans notre affaire à tous, dans Wild Eagle, comme Marie Toussaint, Marine Calmé, Marine Izquierdo. J'ai eu l'impression en fait de semer plein de petites graines qui germent. Et c'est ce que je contemple, et c'est ce qui me tient. Ça ne veut pas dire que je vais le continuer pendant des années. Je pense que je suis arrivée à un moment charnière où aujourd'hui la relève est en train d'être assurée, et où je ne vais pas forcément avoir besoin d'être aussi présente au quotidien sur ces sujets-là. Et ça me va très bien aussi, parce qu'il y a un moment donné où il faut savoir, je veux dire, laisser la jeunesse, et je crois que c'est très très important dans le contexte actuel, que ce soit les plus jeunes qui s'emparent de ces sujets et qui les portent. C'est marrant, enfin, c'est saisissant dans les 4 personnes, je crois, ou 3, je ne sais plus, que vous avez citées pour prendre votre relais. Vous n'avez cité que des femmes, en fait. Et oui. Alors, c'est pareil, c'est engage. Il y a un nombre de femmes qui s'engagent autour de nous qui est beaucoup plus important. Vous le ressentez aussi dans ces questions liées aux droits de la nature, que oui, c'est une prédominance de femmes? C'est vraiment une évidence. Ce n'est pas un discours féministe pour être féministe, c'est une évidence. Si je prends notre affaire à tous, il doit y avoir plus de 90% de femmes, et de jeunes femmes, entre 20 et 30 ans, dans les volontaires, dans les bénévoles de l'association. Même dans le mouvement Stop Ecocide, qui est aujourd'hui planétaire, c'est énormément de femmes. Je connais des hommes qui travaillent sur les droits de la nature, hein, et je connais en plus des juristes de très très haut niveau qui travaillent sur les droits de la nature. Mais alors pourquoi ?
Oui, c'était ma prochaine question. Ah oui, pourquoi? Je pense il doit y avoir quand même un instinct extrêmement puissant chez la femme d'avoir envie de protéger la vie. Et la vie est menacée sur Terre aujourd'hui. Mm. Et je pense que, surtout chez les jeunes femmes, elles n'ont pas forcément des enfants, elles n'ont pas forcément envie d'en faire, étant donné la situation, justement, mais il y a une espèce d'intime nécessité à essayer de trouver des solutions pour protéger la vie et à les trouver en dehors de méthodes violentes. Merci. Alors, revenons peut-être à notre affaire à tous, qui est l'une des actions que vous avez menées, qui est peut-être aujourd'hui, en tout cas en France, la plus populaire et la plus voyante. Dans vos actions, dans les actions de l'affaire à tous, il y a la reconnaissance du droit d'écocide, l'affaire du siècle, qui vise à faire reconnaître par le juge l'obligation générale, j'ai noté la phrase, d'agir de l'État français dans la lutte contre le changement climatique. Est-ce que vous trouvez que les actions que vous menez, finalement, ont un impact et un impact important sur les politiques publiques? Oui, alors il y a plein de sujets en un. Donc, si je reprends effectivement le mandat de notre affaire à tous tel qu'on l'a pensé en 2015 avec Marie Toussaint, donc justice climatique avec ses actions en justice sur le climat, justice environnementale avec crime d'écocide et droit de la nature comme étant de nouveaux outils du droit. On a été, je dirais, précurseurs sur ces idées, mais on a réussi à faire avancer les choses qu'à partir du moment où on a accepté de travailler en réseau avec d'autres ONG. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Vous les citez d'ailleurs, il y a Oxfam, il y a la FNH. Alors, pour l'affaire du siècle, voilà, on est allé chercher effectivement des grandes associations parce que à l'époque, quand le dossier était ficelé, et c'est nous qui l'avons préparé, mais le dossier était ficelé, on était très très peu connus. Et donc, on a tendu la main effectivement à Oxfam, à la Fondation pour la Nature et l'Homme et à Greenpeace, qui se sont embarqués dans l'aventure. On a visé la jeunesse en demandant aux youtubeurs de nous soutenir. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Ça, c'est mon analyse. Hein. Je ne parle pas au nom de notre affaire à tous, de la direction de notre affaire à tous. Moi, je ne suis que présidente d'honneur et le travail est fait au quotidien par les salariés et les bénévoles. Mais c'est une évidence que voilà, on a été gagnant parce qu'on a été solidaires entre plusieurs associations. Et c'est ce qui manque aujourd'hui sur les grands sujets. Et c'est un vrai problème parce que la plupart des grandes ONG ont des stratégies qui sont parfois décidées même à l'échelle internationale. Je me souviens très bien en 2013, quand j'ai lancé l'initiative citoyenne européenne sur le crime d'écocide, j'ai très rapidement réussi à réunir plus de 150 ONG européennes en soutien. Mais en revanche, elles ne faisaient pas campagne parce qu'elles n'avaient pas pensé l'idée, elles n'avaient pas eu, voilà, elles n'avaient pas inscrit ça dans leur stratégie, dans leur plan de com. Et puis les ONG, elles ont besoin de financement, donc elles ont peur de perdre leurs adhérents et de les partager. Donc ça, c'est un constat que je fais qui, sur des sujets aussi graves que la crise climatique ou la crise écologique, moi j'invite vraiment les ONG à être solidaires entre elles. J'ai l'impression que c'est en train de bouger un petit peu ça. Je ne sais pas si vous partagez. Oui. C'est modeste en tout cas. C'est l'impression que j'ai sur les projets qu'on lance. Mais, et sur les droits de la nature, sur les droits de la nature, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les graines que j'ai semées sur les droits de la nature, elles ont d'abord touché des collectifs citoyens et des personnes qui étaient passionnées par ces sujets-là. Et en fait, les droits de la nature en France et en Europe sont en train le mouvement, en tout cas, est en train de se structurer autour de réseaux, donc un réseau européen, un réseau francophone. Eux-mêmes sont inscrits dans le réseau mondial de l'Alliance mondiale des droits de la nature. Et là, c'est pareil. C'est vraiment en se soutenant les uns les autres, en communiquant sur ce qui se passe autour de la Loire, autour du Rhône, autour de la Corse, autour de la Tête, qui est une rivière dans les Pyrénées. Et puis d'autres actions qui sont menées à Paris, sur la Seine, sur la Bièvre, etc. C'est en créant un maillage de personnalités, d'associations, de collectifs citoyens et maintenant de politiques que le mouvement
a une visibilité qui suffisante, qui donne une crédibilité à l'action. Si chacun avait mené sa petite action dans son coin, pour une petite rivière dans son coin, tout le monde aurait rigolé. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de souligner que sur ces sujets-là, il faut vraiment être solidaire. Il y a une question qui est arrivée là, qui rejoint ce que vous avez dit à l'instant, qui dit: serait-il possible de s'affranchir des lois, vous avez un peu répondu, des lois des nations et de faire valoir une forme de droit plus mondialisé, supérieure aux différents États et de leurs besoins individuels? Sur cette question-là, on en est où? Est-ce que ça avance concrètement? Oui, absolument. Alors, c'est une vraie question, parce que c'est vraiment la question qui a animé toute ma réflexion depuis des années et qui crée chez moi une grande frustration, parce que ce fameux droit des États, ce droit international a été créé après la Seconde Guerre mondiale par la Société des Nations puis les Nations Unies, Société des Nations en 1928, Nations Unies qui a été créée en 1945, et là, on est en train d'arriver au bout du système. Et on est en train d'arriver au bout du système parce qu'effectivement, le pivot du droit international, de tous les traités, de toutes les conventions, de tous les accords comme les accords de Paris, etc., sont conditionnés à un principe pivot, qui est le principe de la souveraineté nationale. Et donc, on a finalement très peu de textes internationaux qui sont contraignants et qui obligent les États, et surtout, il n'y a pas au sein des Nations Unies, je dirais, une police de ces engagements. Et la Cour de justice internationale qui a été créée, elle juge de différents entre États, mais elle ne peut pas être saisie par des citoyens. Et c'est pour ça que depuis 12 ans, je mène ce plaidoyer sur le crime d'écocide pour qu'il soit reconnu par la Cour pénale internationale. Et ça, je vais essayer de l'expliquer très simplement. La Cour pénale internationale, c'est une institution judiciaire que les citoyens peuvent saisir, qui ne traite que des crimes les plus graves, les crimes internationaux les plus graves, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime de génocide, et qui est indépendante des Nations Unies, qui a son propre statut, et les États qui veulent en faire partie ratifient ce statut et se soumettent donc à sa juridiction. Mais la Cour pénale internationale, qui a été créée en 2002 seulement, a ce qu'on appelle une compétence universelle. Et donc, les crimes internationaux qu'elle reconnaît sont de juridiction internationale. Ce qui veut dire que même un État qui n'a pas signé le statut de la Cour, comme les États-Unis par exemple, un Américain qui commet un crime international sur un territoire, par exemple français ou, je ne sais pas, congolais, États qui, eux, sont signataires du statut, le juge national peut faire arrêter l'Américain pour ce crime. Et donc, c'est la seule institution que je connaisse qui a cette capacité à s'affranchir des règles du jeu du droit international, public, si je puis dire. Et c'est pour ça que je ne suis pas favorable, par exemple, à ce qu'on ait une convention sur le crime d'écocide, et même le pacte mondial pour l'environnement qui est négocié depuis quelques années n'arrive pas à voir le jour, parce que tant que c'est négocié au sein des Nations Unies, on a tout le temps une pression diplomatique qui est faite par les États qui ne veulent rien entendre de règles internationales, les États-Unis, la Russie, la Chine, et qui font capoter toutes les négociations. Donc, ma stratégie depuis le début, c'est je ne cherche pas à obtenir quelque chose aux Nations Unies, à part éventuellement la signature d'une déclaration universelle des droits de la nature, qui est déjà discutée depuis 2010. Il faut absolument qu'il y ait un droit contraignant, et ce droit contraignant, il passe par la Cour pénale internationale, et puis il passe aussi par une régulation des activités industrielles. Et donc, il faut que le droit commercial et le droit des multinationales ne soit plus un droit parallèle au droit des nations. Il faut que les multinationales aujourd'hui soient parties à des conventions internationales où elles sont contraintes à respecter les droits humains, contraintes à respecter le droit de l'environnement. Et donc, finalement, parce qu'en fait, les multinationales, pour certaines, elles sont plus riches que certains États. C'est certain, oui. Et c'est absolument hallucinant de se dire que finalement, elles mènent la danse sans que personne ne dise rien. Et elles font absolument ce qu'elles veulent. Elles ne sont assujetties à aucune règle. Et même quand il y a des procès contre des grandes multinationales, comme c'est le cas par exemple contre Chevron, qui a pollué l'Équateur pendant 26 ans, au fil des procès,
à un moment donné, la compagnie dit, nous, on s'en moque des peines que vous nous donnez, 9 milliards, on s'en moque, 19 milliards, on s'en moque. On demande à la Banque mondiale et à l'OMC de mettre sur pied un tribunal d'arbitrage privé avec 3 juges sortis d'un chapeau. Et ce que ces juges vont dire sera le point final des procédures. C'est ce qui ça veut dire quoi quand vous dites on s'en moque? Ça veut dire qu'elle elle passe au-dessus, elle ne paye pas et c'est ça? Non, elle ne paye pas. Et elles finissent, c'est ce qui s'est passé pour Chevron, à demander à l'OMC et à la Banque mondiale, qui sont en fait ceux qui ont créé les règles du jeu du commerce international, de créer un tribunal d'arbitrage privé qui est en dehors des institutions internationales. C'est quand même hallucinant. Ce qui est une reproduction de ce qui se peut passer sur le territoire français pour de l'arbitrage. Hein. Absolument. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Petite, pas petite, mais on suit votre raisonnement, puisque là, vous avez parlé des entreprises et vous cherchez en fait aussi des pistes juridiques pour établir la responsabilité des multinationales. On a vu ce qui s'est passé avec Total très récemment. Qu'est-ce que, je répète, parce qu'on a découvert qu'en 72, mais à mon avis très, très en amont déjà, les entreprises du pétrole étaient totalement au courant de l'effet de la production de pétrole et l'utilisation des fossiles sur la question climatique. Quelles sont vos méthodes pour essayer de faire bouger, de faire évoluer les entreprises, notamment par le droit? Nous, chez Engage, on fait différemment, plus un dialogue, mais comment vous arrivez qu'est-ce que vous essayez de faire? Alors moi, comme je ne peux pas être sur tous les fronts, ce qui est sûr, c'est que ce que je soutiens aujourd'hui, c'est l'action que mène, par exemple en France, Notre Affaire à tous, sur l'application du devoir de vigilance, qui est un principe qui a été donc inscrit dans le droit français en 2017, suite à la catastrophe du Rana Plaza, où on s'est rendu compte qu'une usine qui s'est effondrée sur 1000 ouvriers au Bangladesh était en fait une succursale de Auchan. Et on s'est dit, et à ce moment-là, ce qui s'est posé dans le débat, c'est quelle est la responsabilité finalement du supérieur hiérarchique en tant qu'entité morale? Est-ce que Auchan peut être considéré comme responsable de ce qui s'est passé par les défaillances de sécurité de cette usine au Bangladesh? On a considéré que oui. En fait, pour parler simplement. On a considéré que oui, et donc en France, on a inscrit le devoir de vigilance qui aujourd'hui oblige les multinationales, les grands groupes, à fournir chaque année un rapport démontrant qu'ils surveillent toute la chaîne d'approvisionnement jusque dans les territoires où ils ont délocalisé leur production. Donc, ce qu'a fait Notre Affaire à tous, et je pense à Paul Moujol, qui a travaillé d'ailleurs sur la loi sur le devoir de vigilance. On trouve un homme, voyons, on trouve un homme. Une fois, oui, avec un peu les cheveux longs, mais c'est un homme. Et, non, je rigole. Et Chloé Gerbier, qui a mené des actions exemplaires au sein de Notre Affaire à tous, en partenariat là aussi avec d'autres associations comme les Amis de la Terre, Oxfam, etc., c'est de porter plainte contre des multinationales pour non-respect de leur devoir de vigilance ou pour mise en danger, contre Total, par exemple, contre des actions menées par Total en Ouganda, contre le fait que, là aussi, Total ne respecte pas finalement les obligations internationales de lutte contre le changement climatique, etc. En termes d'exploration, notamment pour Total, c'est ça? Oui, et donc il y a eu une double stratégie qui a été d'attaquer l'État, mais aussi d'attaquer les entreprises, ce qui a été aussi fait d'ailleurs par des villes. Grande-Synthe a attaqué des villes, et c'est des choses qui se font aussi aux États-Unis, qui se font ailleurs, aux Pays-Bas. Shell a perdu dernièrement aux Pays-Bas. Donc on voit que ça, c'est une stratégie intéressante. Ensuite, il faut soutenir ce traité contraignant visant les multinationales au respect des droits humains et de l'environnement qui est négocié à l'ONU depuis 2015 ou 2014 et qui a du mal à émerger. Et là aussi, il y a des ONG comme ATTAC, comme les Amis de la Terre, qui suivent ce dossier-là en permanence et que je regarde de loin et que je mets en exergue dès qu'on en parle. Et puis moi, mon sujet, c'est de dire, dans la reconnaissance d'un 5e crime international contre la paix et la sécurité humaine qui pourrait être le crime d'écocide, c'est-à-dire le fait de porter atteinte au système Terre, et en tant que crime autonome, il faut que l'on puisse juger
des entités morales, donc des multinationales, et qu'on puisse aussi aller rechercher la responsabilité pénale des dirigeants, des supérieurs hiérarchiques, parce que dans le droit pénal international aujourd'hui, on va en général chercher la responsabilité des dirigeants politiques et des chefs de guerre. Hein. Si le crime d'écocide était reconnu, on pourrait aussi aller rechercher la responsabilité pénale des dirigeants économiques. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est très important. Les grandes multinationales des fossiles sont au courant depuis très longtemps, on le sait par des documents internes qui ont fuité, des risques climatiques encourus et ont même financé des campagnes climato-sceptiques pour pouvoir continuer à exploiter les énergies. Marchands de doute, voilà. Marchands de doute. On aurait pu faire la même chose pour le tabac. On pourrait faire la même chose s'il n'y avait pas aujourd'hui prescription pour le patron d'EDF qui, pendant 5 ans, a délibérément versé du plutonium dans la Loire il y a 35 ans de cela et qu'il a avoué publiquement à la radio, je m'en souviens encore, j'ai fait un bond, en disant bah oui, on ne savait pas quoi en faire et on verse du plutonium qui a une durée de vie de centaines de milliers d'années et qui peut le faire en toute impunité, c'est absolument pas tolérable. Donc voilà, donc c'est une stratégie multiforme qui vise, une fois de plus, à cadrer l'activité industrielle et qui oblige finalement le droit commercial, et j'en reviens au droit de la nature, qui oblige à renverser l'échelle des normes. C'est-à-dire, on ne peut plus continuer à fonctionner avec un droit commercial qui s'impose aux droits humains et à la nature. Il faut aujourd'hui qu'on reconnaisse les droits de la nature en général à jouer son rôle, de manière à reconnaître et à préserver et à garantir les droits humains les plus fondamentaux, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à un air pur, le droit à la santé, le droit à l'habitat. Ces droits-là, aujourd'hui, ne sont pas simplement menacés par les inégalités, ils sont menacés, je dirais, viscéralement par les conditions climatiques et écologiques qui nous attendent dans les décennies qui viennent. Donc, si l'on veut préserver les droits fondamentaux des générations futures, il faut que les droits de la nature soient reconnus et le droit commercial doit se retrouver en bas de cette échelle, c'est-à-dire au service. Le commerce devrait être au service et non pas profiter effectivement des humains pour enrichir quelques-uns. Le rapport sur les inégalités qui vient de sortir, qui a été chapeauté par Thomas Piketty, qui est sorti il y a quelques jours, est effarant. C'est effarant. Je veux dire, il y a 2% de la population qui détient 76% de la richesse mondiale. Si je m'en souviens bien, je ne les ai pas sous les yeux. Je crois que c'était 10. Non, c'est 2. Vous irez jusqu'à 2. Il faudra vérifier. On va faire un fact-checking, mais oui, ouais, exactement. Merci, Valérie. J'avais finalement une autre question, mais qui en découle. On en a un peu parlé tout à l'heure, en disant de protéger ou de reconnaître l'existence juridique des écosystèmes. Ça, c'est plus j'ai l'impression, des collectifs de citoyens qui se réunissent pour les défendre. Il y a une action menée pour la Loire, il y en a bien d'autres. Je crois vous l'avez cité tout à l'heure, la Seine, il y a des écosystèmes ou des territoires. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cet autre type d'actions qui sont de plus en plus menées? Oui. Alors, je vais peut-être rapidement reposer le cadre historique et international. Cela commence à arriver tout doucement en Europe, mais le fait de reconnaître les droits de la nature ou les droits d'écosystèmes, c'est à l'œuvre dans plusieurs régions du monde depuis plusieurs années. Étonnamment, le premier lieu où ça s'est produit, c'était en 2006. C'était le bourg de Tamaka en Pennsylvanie aux États-Unis, qui a décidé de reconnaître les droits de la nature en lien avec leurs droits en tant que communauté humaine sur un territoire et droit à l'autogouvernance quelque part. C'est un droit qui est établi dans certains États américains. Et ça s'est d'ailleurs diffusé dans beaucoup de villes en Pennsylvanie et depuis 2006 dans de nombreuses municipalités, districts aux États-Unis, au point même qu'il y a des projets de loi sur les droits de la nature qui arrivent au niveau constitutionnel dans certains États américains. Et pour la première fois, il y a eu un procès où un État, l'État de Floride, a reconnu
la validité des chartes sur les droits de la nature qui avaient été votées par des municipalités lors d'un procès et qui permet justement à ces villes de s'opposer à des projets industriels destructeurs. Beaucoup de gens pensent que les droits de la nature, ça vient des peuples autochtones. Comme je l'ai expliqué tout au début, les peuples autochtones, ils n'ont jamais eu besoin d'écrire les droits de la nature et ça leur est même jamais venu à l'esprit. C'est tellement évident pour eux, la nature nous préexiste, elle était là avant nous, ils respectent les lois de la nature et donc en soi, la nature a des droits et c'est tout. Voilà. Et c'est dans des sociétés où il y a eu... Surtout à partir du moment où ils considèrent ne faire qu'un avec la nature eux-mêmes. Exactement. Il n'y a pas de surtout, oui, ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et pas qu'un territoire leur appartient. Et ça, c'est philosophiquement et politiquement complètement différent. Là où les droits de la nature sont arrivés à une échelle vraiment importante, c'est-à-dire au niveau national, ce sont effectivement des sociétés multiethniques où des penseurs occidentaux, de pensée occidentale, si je puis dire, en Équateur, en Bolivie, ont travaillé avec des juristes des droits humains, ont travaillé avec la société civile et avec des groupes de populations autochtones dans un même pays, au moment, par exemple, en Équateur, en 2008, d'une constituante, c'est-à-dire un travail pour écrire une constitution, que les droits de la nature sont apparus et le pays qui a reconnu les droits de la nature au niveau de la constitution pour la première fois en 2008, c'est l'Équateur, suivi ensuite par la Bolivie avec une loi. Aujourd'hui, il y a 3 États mexicains, il y a des villes qui ont voté les droits de la nature au Brésil, en Argentine, ça se discute aussi au Guatemala, ça se discute en ce moment même au Chili et au Pérou. Voilà. Donc l'Amérique du Sud, parce que ce sont des sociétés multiethniques et multiculturelles, est en avance, ça c'est une évidence. Les États-Unis aussi. Il y a aussi maintenant des reconnaissances des droits d'écosystème ou de la nature au Canada. Et puis, toujours en lien avec les peuples autochtones, par exemple en Nouvelle-Zélande, où des écosystèmes ancestraux où vivent des Maoris ont été reconnus sujets de droit par la couronne, donc par le Parlement néo-zélandais. Puis il y a une autre stratégie qui est une stratégie qui est passée par la voie de la justice, là encore. Que ce soit en Colombie, que ce soit en Inde, que ce soit au Bangladesh, ce sont des pays où les droits de la nature ont été reconnus par des juges, et parfois des juges de la Cour suprême, c'est-à-dire l'équivalent de notre Cour constitutionnelle en France, et qui ont décidé, par exemple en Colombie, d'attribuer une personnalité juridique à la forêt amazonienne pour la préserver de la déforestation, qui a permis de protéger les 450 rivières du Bangladesh. Je ne vais pas citer tous les cas. Mais en tout cas, pardon, je vous interromps 2 secondes. Allez-y. Après, voilà. C'est juste pour vous montrer que c'est un courant qui évolue. En 2019, c'est l'Ouganda en Afrique qui a reconnu les droits de la nature par la loi. Et donc, ça arrive tout doucement, effectivement, en Europe, où ce ne sont pas forcément des collectifs citoyens, d'ailleurs, qui les proposent. Par exemple, en Irlande du Nord, donc britannique, et Irlande indépendante, République d'Irlande, il y a des motions qui sont votées par des districts, des conseils de district qui reconnaissent les droits de la nature. Ça a été aussi le cas aux Pays-Bas pour reconnaître la personnalité juridique de la mer des Wadden, qui est une mer qui longe les Pays-Bas, l'Allemagne et qui va jusqu'au Danemark. Et donc, c'est parfois politique. C'est en France où, effectivement, parce qu'on a un droit très centralisé, où les municipalités ne peuvent pas légiférer, que ce sont des collectifs citoyens qui se sont dit, bon, alors on va démarrer par des actions symboliques, ou par des plaidoyers, des revendications, des pétitions, enfin tout ce que vous voulez. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces initiatives sont en train d'être rejointes par des politiques. Je vous donne 2 exemples très concrets. La métropole de Lyon et la ville de Lyon ont signé l'appel du Rhône pour reconnaître une personnalité juridique du Rhône le 29 septembre. La municipalité de Bastia et l'Assemblée territoriale de Corse sont en train de reconnaître la charte des droits du fleuve Tavignano en Corse, qui a été portée par un collectif citoyen qui se bat contre un centre d'enfouissement. Et donc, c'est en train d'arriver tout doucement. Et je vois bien que ça émerge dans le débat même institutionnel, puisque depuis quelque temps, je passe mon temps à répondre à des interviews pour des agences de l'eau, des agences de l'urbanisme, des politiques, etc. Et que ça rentre même dans les programmes des partis politiques pour la campagne présidentielle. Donc, on est à un moment charnière tout à fait passionnant.
J'avais une question. Est-ce que vous auriez du coup des exemples d'actions qui ont reconnu la personnalité juridique d'un fleuve ou d'un territoire et cette reconnaissance, alors en France, je ne sais pas si ça existe déjà, mais où cette reconnaissance a un véritable impact et a fait progresser la protection de la nature? Ben, bien évidemment, on se tourne vers l'Équateur parce que c'est là où en fait c'est en place depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, en tout cas depuis donc 2008. Il y a une cinquantaine de procès qui ont été menés au nom des intérêts d'éléments naturels en Équateur. 2 tiers ont été gagnés. Parfois, les juges ont utilisé la disposition constitutionnelle, parfois non. Mais quoi qu'il en soit, ils ont effectivement fait gagner une rivière face à un projet de route, une mangrove face à une ferme industrielle de crevettes. Ils ont même mis en prison l'équipage d'un bateau qui a été arraisonné dans les Galapagos avec 6220 requins à bord, considérant qu'il y avait eu un crime contre l'espèce requin. Donc, ils sont même allés au pénal. Et puis là, le dernier cas très très récent et qui est passionnant, c'est la Cour constitutionnelle équatorienne qui n'avait jamais finalement été saisie. Vous savez, les cours constitutionnelles, elles sont vraiment saisies quand il y a des différends sur l'interprétation de la Constitution. Et la forêt de Los Cedros a été présentée à la Cour constitutionnelle avec une requête qui était de la protéger au nom des articles 71-72 de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a donc validé pour la première fois totalement donc, cet article en disant qu'il primait sur les intérêts industriels et a interdit toute menace et toute atteinte dans cette forêt et a posé le fait qu'aucune activité minière ne serait tolérée dans cette forêt au nom des droits de la nature. Donc oui, ça marche à partir du moment… Là, c'est vraiment une injonction claire. Il n'y aura plus aucun permis qui pourra être délivré à des compagnies minières. C'est très concret, de la même manière que ça a été très concret pour ce capitaine et cet équipage qui ont écopé de prison et un bateau qui a été détruit. Admettons que, c'est une question un peu, voilà, qui est de saison, on va dire, admettons que vous arriviez au pouvoir. Quelles seraient les 2, les 3, les 5 mesures que vous prendriez et qui vous semblent absolument fondamentales? J'ai participé à des propositions de réforme de la Constitution française dès fin 2017, début 2018, quand, par exemple, Emmanuel Macron avait posé cette idée, qui a été stoppée par l'affaire Benalla, qui a été reprise ensuite par la Convention citoyenne pour le climat. Ouais, je proposerais effectivement de changer la Constitution et d'en changer pas mal de choses, de changer l'article 1 de la Constitution pour y intégrer justement l'idée que les droits fondamentaux humains ne peuvent être garantis que si les droits de la nature le sont. Je poserai le principe d'une justice environnementale qui soit en même temps une justice sociale, en reprenant finalement cette idée de Kate Raworth, qui est une économiste, qui est de dire il faut que l'on garantisse un plancher social et qu'on respecte en même temps les limites écologiques, ce qui veut dire poser un cadre contraignant pour pouvoir respecter les limites de la planète tout en garantissant des conditions de vie dignes pour les populations, ce qui veut dire derrière plein d'actions à mener aussi pour la redistribution des richesses, c'est une évidence. Ça s'appelle juste pour nos auditeurs la théorie du donut, et je vous invite à un livre qui est basé aussi sur les travaux du Stockholm Resilience Center sur les limites planétaires. Et puis je changerai tout simplement de république aussi parce que je crois en la démocratie locale, en la démocratie participative. Je crois aux identités culturelles des territoires et je pense qu'il faut absolument décentraliser le pouvoir. Et dans la crise écologique qui s'annonce, il va falloir retrouver une autonomie et une résilience alimentaire dans les territoires et donc vraiment décentraliser le pouvoir et sortir de ce schéma de présidence monarchique. Je pourrais y passer 3 heures, donc je pense que c'est déjà pas mal. Les deux principales, c'est la Constitution et c'est ça, et la République, une 6e République. Constitution écologique, sociale, et oui, absolument. Merci infiniment pour ce temps profond, engagé, émouvant. Voilà. À très très vite, voilà, aux autres. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne fin d'année. À vous aussi.